J'ai l'immense plaisir d'inaugurer cette demi-journée consacrée à Cham afin d'en dessiner les multiples visages en compagnie d'historiens qui, donc, jusqu'à ce soir, vont remonter à l'époque moderne et au Moyen-Âge pour explorer la façon dont s'est construit ce trope nomade dans les discours généalogiques religieux. Et comme nous le verrons même avec David Whitford ce soir, également dans les discours sociaux. Alors, une fois n'est pas coutume, cette table ronde va avancer à rebours de l'époque contemporaine à l'époque moderne, puisque je souhaite ici présenter un travail qui repose sur des sources des 19e et 20e siècles, françaises et britanniques. À partir de publications et écrits missionnaires notamment, mais également des sources non religieuses qui ont pu modeler ces dernières, je souhaite revenir sur un lieu et un moment cruciaux dans l'histoire de la construction de Cham et de sa généalogie. Pendant quelques décennies, entre la moitié du 19e siècle et le début du 20e siècle, Cham est utilisé à différentes fins dans un contexte de déploiement de l'activité missionnaire et d'expansion coloniale européenne en Afrique. C'est une période épistémologiquement riche en bouleversements, tandis que de plus en plus de données raciales, linguistiques, religieuses parviennent du terrain colonial et missionnaire jusqu'aux universités et sociétés savantes métropolitaines, et que se construit l'anthropologie. Alors, je vais tout simplement commencer en citant Jean-Pierre Chrétien, qui explique que dès les années 1840, en effet, le trope de Cham l'Africain, Cham le maudit, vient se heurter aux découvertes ethnologiques en Afrique. Et il subit alors ce que Chrétien appelle un glissement sémantique. Les progrès de l'exégèse biblique, de l'archéologie orientale et de la géographie humaine de l'Afrique conduisaient à une remise en cause de l'ethnologie de la Genèse. Le chamite a donc changé de visage. Symbole à la fin du XVIIIe siècle de la multitude noire vouée à la sauvagerie et à l'esclavage, il est devenu, au début du XXe siècle, le portrait en pointillé d'une race blanche mystérieuse qui se serait enfuie d'Asie en Afrique à l'aube de l'histoire. Donc, je vais revenir ici sur deux points principaux. D'abord, l'utilisation de Cham dans la promotion de l'entreprise missionnaire. Ça devient un slogan efficace des campagnes anti-esclavagistes des 18e et 19e siècles. Et la deuxième partie reviendra notamment sur ce fameux glissement sémantique de Cham dans la période que je viens de mentionner, entre les mains des missionnaires notamment. Alors, pour cette première partie, j'ai oublié, bien entendu, de partager mon PowerPoint. Je suis désolée, je le fais tout de suite. Voilà. Alors, pour cette première partie, donc, j'arrive, je mets le diaporama, excusez-moi. Voilà, c'est mieux. Donc, pour cette première partie, je vais revenir sur la façon dont les organisations missionnaires françaises et britanniques ont utilisé Cham dans leur campagne dès les années 1780 au Royaume-Uni et le début de la campagne abolitionniste en métropole. Cham est donc mobilisé pour rallier des soutiens à leur cause. Le lien entre malédiction de Cham, noirceur et servitude porte à la fin du XVIIIe siècle le poids de plusieurs siècles d'exégèse biblique qui ont construit, comme nous le verrons avec mes copanélistes tout à l'heure, dans des contextes bien différents, un pont entre ces trois notions. Les esclavagistes américains ou britanniques utilisent Cham et l'épisode de la Genèse correspondant pour justifier l'esclavage. Inversement, dans le cadre de la campagne abolitionniste en Europe, Cham est également utilisé. Alors, j'ai envie de vous montrer ici un exemple tout à fait exceptionnel. Alors déjà, il est exceptionnel parce que finalement, il n'utilise pas Cham. Je suis désolée de commencer là-dessus, mais c'est intéressant de montrer. C'est l'exemple de cette esclave afro-américaine qui s'appelle Phyllis Wheatley Peters, qui en 1773, à l'âge de 19 ans, fait la promotion de son recueil de poèmes publié à Londres, alors qu'elle est l'invitée de Granville Sharp, qui est donc l'un des artisans de la campagne abolitionniste britannique. Le court poème de 8 vers que vous voyez ici, On Being Brought from Africa to America, mentionne non seulement la teinte diabolique, the diabolic dye, de sa race noire, sable race, entre guillemets, mais elle convoque ici un autre épisode biblique, celui de la marque de Caïn, qui semble être à l'origine de la malédiction. Le poème semble anticiper l'utilisation de la célèbre image popularisée à partir du milieu des années 1780 par le fondateur de l'entreprise de porcelaine et de faïence anglais Josiah Wedgwood, et qui représente un esclave noir agenouillé posant la question devenue slogan ensuite, Am I not a man and a brother? Convoquant ainsi une fraternité humaine originelle entre blancs et noirs. Vous voyez également ici, c'est la figure 2. Alors après l'abolition de la traite en 1807 et de l'esclavage avec le Slavery Abolition Act de 1833 dans l'Empire britannique,
Les organisations missionnaires qui avaient été partie prenante dans cette campagne politique remobilisent le texte de la Bible et tout particulièrement l'extrait de la Genèse concernant la malédiction lancée sur la descendance de Cham dans leur texte pour soulever des fonds et susciter des vocations à destination de leurs stations africaines. Tout comme la campagne abolitionniste britannique avait traversé la Manche pour trouver un écho en France chez la Société des Amis des Noirs, le trope liant malédiction, noirceur et servitude se retrouve dans de nombreuses publications missionnaires françaises. Les missionnaires britanniques et français, catholiques comme protestants, sont à l'origine de publications qui ciblent autant des publics cultivés que des lecteurs moins éduqués ou plus jeunes. Alors, je vais vous montrer ici 3 extraits que je ne vais pas lire car elles sont très longues, mais vous pouvez déjà voir en orange les passages qui vont nous intéresser le plus. Ici, ce sont 3 extraits tirés du mensuel de la Société méthodiste britannique, de Wesleyan Methodist Society, Missionary Society. Et donc, dans leur magazine mensuel, on note de la plume de missionnaires qui résident en Sierra Leone ou en Afrique du Sud le motif de Cham et de sa descendance maudite à de multiples occasions. L'épisode semble justifier l'état de dégénérescence intellectuelle, morale, spirituelle des populations africaines et donc par là même la présence de missionnaires, en même temps qu'il est pratique pour mobiliser le public européen et la lutte contre la traite intra-africaine après donc, le Slavery Abolition Act. En France, le cardinal Lavigerie, à la tête de l'organisation des Pères Blancs d'Alger, écrit dans la préface de la version publiée du journal des Pères Blancs en Ouganda, à l'assaut des pays nègres en 1884, que seule la rémission des péchés et le travail des missionnaires pourra, je cite, mettre un terme à la malédiction de la pauvre race de Cham. Et un des missionnaires, un des Pères Blancs donc, qui stationne en Ouganda, ouvre le premier chapitre par la prière suivante: que son règne arrive, que son nom soit sanctifié par ces peuplades si longtemps accablés sous le poids de la malédiction lancée contre leur père. Cham et ses frères Sem et Japhet sont également mobilisés dans la littérature missionnaire et religieuse lorsqu'il s'agit de populariser une forme de savoir ethnologique ou géographique, puisque la Genèse imagine que leurs descendants peuplent les différentes parties du monde. Ce monde se dévoile au public européen, justement, avec l'avancée des connaissances géographiques ramenées du terrain par les explorateurs et les missionnaires chrétiens à partir de la fin du XVIIIe siècle. Les revues missionnaires, dont j'ai déjà parlé, dès la première moitié du XIXe siècle, et a fortiori quand leurs colonnes commencent à s'orner de multiples gravures, parfois en couleur, constituent pour certaines sections de la population britannique et française une fenêtre sur le monde et une source inépuisable sur les contrées lointaines qui, une à une, tombent dans l'escarcelle de la France ou du Royaume-Uni. Certains périodiques sont publiés à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires par mois et sont partagés par plusieurs lecteurs dans les assembly halls britanniques ou les Sunday schools auprès des enfants, des autres salles de classe religieuses comme laïques. Alors c'est là par exemple qu'un article sur la teinture indigo, c'est un article plutôt de nature plutôt ethnologique on va dire, sur l'utilisation de la teinture indigo en Afrique, devient l'occasion pour les auteurs de ces magazines de disserter sur la tache sombre, dark stain, qui couvre toute la race d'Adam, et plus précisément dans cet article, les Africains. Vous avez l'extrait ici de cet article qui est tiré du périodique anglican pour enfants de Juvenile Instructor. C'est l'un des plus lus parmi les périodiques missionnaires pour enfants. Alors, une autre source intéressante, c'est celle des atlas missionnaires qui sont publiés, mis à jour régulièrement par des sociétés comme la Church Missionary Society, qui est une société anglicane. Il n'hésite pas à proposer une lecture et une projection du monde qui reprend le mythe du peuplement de la Terre par les 3 fils de Noé et leurs familles, comme cette carte de 1833, publiée en couleur. Alors, je suis désolée, là, j'ai la version noir et blanc, mais elle était mieux définie pour la communication d'aujourd'hui, mais à l'origine, elle est publiée en couleur dès 1833, ce qui est assez rare. Donc, elle est publiée dans le populaire mensuel pour enfants Youth Magazine. Elle est encadrée, vous voyez sur cette carte, on a les continents, mais on a également, dans des parties laissées blanches, les généalogies de Cham, Sem et Japhet. Elle est légendée comme suit, vous avez la citation à côté, donc « Observe that the situation in which Noah and his children were placed was very central, and there was ample scope are their descendants multiplied to extend the settlements on every side. The map depicts Europe, Asia, and North Africa, and relates these areas to the descendants of Ham, Shem, and Japhet. » On a d'autres exemples, des exemples américains également, qui utilisent ce même genre de carte ici.
Alors, les missionnaires français ne sont pas en reste dans cette diffusion d'une géographie des Écritures saintes, comme par exemple l'abbé Lucien Vigneron, ancien missionnaire en Chine et au Canada, et qui publie coup sur coup en 1893 et en 1894 deux ouvrages populaires, dont le premier, bien nommé pour la journée d'aujourd'hui, Sang noir, en 1893, est un roman récompensé par le concours international anti-esclavagiste, qui est préfacé par le dramaturge Henri de Brognier, qui le décrit comme un roman, je cite, dont la pensée dominante est la réhabilitation de la race noire. L'autre ouvrage que vous avez ici, intitulé Sem, Cham et Japhet, qui est publié en 1894, épreuve de son succès, republié en 1897, prend quant à lui la forme un peu hybride d'un récit de voyage, voire de guide touristique, parfois dans des contrées que le missionnaire n'a jamais visitées d'ailleurs. La troisième partie de cet ouvrage, qui s'appelle Cham, donc cette troisième partie, s'ouvre sur une citation d'Edgar Quinet, que j'ai reproduite ici également. Donc, l'Afrique est la patrie maudite de Cham, disait Edgar Quinet, et de son temps, on ne s'en souciait guère. Alors, ce type de littérature possède une triple fonction. D'abord, diffuser un savoir géographique vulgarisé, un savoir illustré de gravures tirées elles-mêmes des ouvrages d'exploration dont elle s'inspirait et se nourrit. Donc là, c'est un processus voilà, d'auto-référencement et d'intratextualité qui a été assez bien documenté par les théoriciens, par exemple, des post-colonial studies, par Saïd, par exemple. Deuxième fonction, donc, promouvoir l'entreprise missionnaire afin de soulever des fonds, susciter des vocations. Et enfin, troisième fonction ici, dans le cas de l'abbé Vigneron, c'est également l'occasion de mettre en avant ses convictions colonialistes en encourageant l'arrivée d'Européens en Afrique, ou du moins en encourageant, un peu à la manière de David Livingstone, 40 ans avant lui et au Royaume-Uni, de commercer avec ce continent. Il explique notamment, eh bien, l'esclavage ne sera supprimé que lorsque l'Afrique sera sillonnée de blancs, de commerçants et de missionnaires qui répandront autour d'eux la civilisation et les idées pacifiques. Donc ça, c'est un extrait de son fameux roman, donc Sang noir, qui raconte la vie de deux villages, l'un évangélisé et l'autre pas évangélisé, justement au Bunyoro, je crois, dans le nord du Bunyoro. Alors, on le voit donc, l'utilisation de Cham par les missionnaires permet de mettre au jour les mécanismes qui sous-tendent toute une logique de promotion de leur entreprise en direction de l'Afrique. Alors, rares sont les voix parmi cette communauté qui s'élèvent contre ces lectures racialisées de la Genèse. Mais, comme me le rappelait Vincent, nous allons bientôt peut-être, organiser une journée d'études sur justement les possibles voix discordantes au sein de la communauté missionnaire sur cette utilisation de la malédiction de Cham. Journée d'études que je dois organiser d'ailleurs, apparemment. Alors, on a une voix qui est bien plus tardive, c'est Pierre Charles, un missionnaire belge jésuite, qui en 1928 publie dans la Nouvelle Revue théologique un article dans lequel il critique le fait que les vannes ont été ouvertes et ont permis aux préjugés jamais critiqués, jamais justifiés d'envahir la littérature, d'inonder tout le pays. Pour cet universitaire et missionnaire à l'origine d'une théorisation solide de la nouvelle science qu'est la missiologie au début du XXe siècle, je cite, « L'opinion qui fait des Noirs les descendants d'un père maudit, ayant hérité de sa malédiction et devant relever d'un antique anathème, est une de ces opinions à la fois socialement pernicieuse et scientifiquement erronée. » Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, parce que donc, comme on l'a dit, ça sera un des projets, c'est une des vocations du projet RELRAS de s'interroger sur ces voix discordantes plus tard. Et je vous invite d'ailleurs à aller sur le carnet de recherche hypothèse qui comprend d'autres sources et d'autres aspects de ce premier point sur l'utilisation de Cham dans la propagande missionnaire. Et j'aimerais maintenant m'intéresser au dialogue entre missionnaires sur le terrain, scientifiques, explorateurs, et la façon dont ce dialogue a permis de nouveaux usages et interprétations de Cham à des fins aussi multiples que contradictoires, notamment lors de ce fameux moment du glissement sémantique, de la reconversion, pour reprendre le terme, là encore une fois, de Chrétien, du mythe de Cham au XIXe et au XXe siècle. Alors, la littérature missionnaire britannique n'hésite pas à inclure dans ses colonnes des extraits, des textes comme des illustrations, des best-sellers des explorateurs qui sont pressés par des éditeurs comme John Murray à Londres de publier des versions multiples de leurs journaux de voyage. Et cette littérature missionnaire, elle tente toujours, très souvent, au fil de ses pages, de réconcilier les écritures aux découvertes ethnologiques, géographiques, géologiques, archéologiques, qui jalonnent la deuxième moitié du XIXe siècle. On remarque par exemple que les débats savants autour de l'origine des Égyptiens, descendants de
Cham ou peuples venus d'Asie, se faufile entre les pages de la revue des missionnaires méthodistes de la Wesleyan Methodist Society. On retrouve ça dans des publications de monographies. Donc ça, c'est un débat très intéressant. Et notre collègue Baptiste Bonnefoy a d'ailleurs rédigé des notices qui sont publiées sur le carnet de recherche sur ce débat sur l'origine, les débats savants autour de l'origine des Égyptiens. Les missionnaires, en un sens, ils participent également à ces débats. Et en tout cas, ils essaient de les expliquer, de les vulgariser à leur lectorat. Les généalogies bibliques sont le sujet de nombreuses publications missionnaires également, parfois de la plume de scientifiques chrétiens proches de ces organisations missionnaires, comme dans un article, par exemple, du révérend William Spears, qui donc, en plus d'être à la tête d'une congrégation méthodiste, était un membre de la Royal Geographical Society, donc la Société royale de géographie, mais également de la Société royale de microscopie. Il était membre de cette société également. Dans une série d'articles intitulés « Is the Bible True ?», voilà, il confronte plusieurs épisodes de l'Ancien Testament aux découvertes archéologiques et scientifiques les plus récentes sur le territoire africain dans le bassin méditerranéen. Alors, il y a vraiment de nombreuses notices de ce genre-là qui tentent de réconcilier science et saintes écritures. Ça abonde dans les pages des missionnaires, les périodiques missionnaires, pardon. Et la perméabilité des cercles académiques, géographiques notamment, et des organisations missionnaires de plus en plus flagrantes à mesure que défile le 19e siècle. Alors, je vais en venir à la fin de cette communication avec le cas de la diffusion par les missionnaires et administrateurs européens de versions contradictoires du mythe de Cham, qui est particulièrement parlant au Bouganda, donc dans ce royaume d'Afrique centrale qui se situe au nord du lac Victoria. Donc, un royaume dans lequel des missionnaires protestants britanniques s'installent en 1877, et ils sont rejoints dans ce royaume par des missionnaires concurrents, les Pères blancs catholiques français, 2 ans plus tard, en 1879. Alors, au Royaume-Uni, l'explorateur John Hanning Speke, que vous avez ici un extrait de son journal, a été rendu célèbre par son exploration du Nil et de la région des Grands Lacs en 1862, il fut l'un des plus fervents défenseurs de la thèse selon laquelle une race hamitique supérieure de type caucasien aurait peuplé toute une partie de l'Afrique de l'Est et des Grands Lacs. Alors, lors de ses pérégrinations, il diffuse cette idée auprès des chefs africains chez lesquels il séjourne, au Bouganda ou alors au Bunyoro. Donc là, par exemple, la citation que vous avez ici de son Journal of the Discovery of the Sources of the Nile, qui vraiment est un des récits d'exploration les plus achetés, les plus lus à l'époque victorienne au Royaume-Uni. Donc, il vous explique ici, je peux peut-être juste lire une petite partie, donc il explique comment il enseigne donc, aux différents chefs africains chez lesquels il séjourne que donc, I met Kamrasi at his new reception palace to show how it was the king had heard by tradition that at one time the people of his race were half white and half black. Then, proceeding with the flood, I pointed out that the Europeans remained white, retaining Japheth's blood, while the Arabs are tawny after Shem and the Africans black after Ham. And finally, to show the greatness of the tribe, etc., etc. Donc, il y a toujours une visée un peu politique, diplomatique, puis politique dans ces petits moments, ces interactions entre l'explorateur et les chefs. Cette idée de, il faut montrer the greatness of the tribe. Alors, Speke rencontre également le Kabaka Mutesa en 1862. Le Kabaka, c'est donc le souverain de l'Empire du Bouganda. Et Mutesa n'est pas étranger, quand Speke arrive, n'est déjà pas étranger à la diffusion de cette idée auprès des élites du Bouganda. Mutesa lui-même connaît déjà l'histoire de Cham grâce aux explications des marchands arabes et swahili avec qui son père, puis lui-même, font affaire depuis les années 1840. Donc John Speke, puis l'explorateur Henry Morton Stanley, qui séjourna à la cour de Mutesa en 1874, confirmèrent auprès du souverain Ganda le lien entre l'hypothèse hamitique, son propre lignage royal, et même le mythe de Kintu, créateur du royaume du Bouganda et ancêtre des Kabaka. Alors, les missionnaires britanniques de la Church Missionary Society, donc, qui arrivent à Kampala en 1877, suite à l'invitation de Mutesa relayée par l'explorateur Henry Morton Stanley, font état du lien construit par Mutesa lui-même entre son lignage royal, le mythe fondateur de Kintu et la figure biblique de Cham. Alors, par exemple, l'un des premiers missionnaires britanniques qui est là-bas, Shergold Smith, apprend de Mutesa que Cham serait enterré au Bouganda. L'un des pères blancs, le père Giraud, est lui aussi familier de cette rumeur, comme il l'écrit dans le diaire de la mission.
Du côté britannique toujours, le révérend Charles T. Wilson et son agent Robert Falcon expliquent ainsi dans une publication destinée au grand public que Mutesa, through the admixture of Negro blood, has lost the pure Muma features, but still retains enough of the peculiar characteristics of that tribe to stamp him as belonging to a distinct race from his subjects. Donc il y a la même idée, on va parler d'élections dans les jours qui viennent, l'idée que même Mutesa est élu au sein même de sa propre race Manda par son lien avec Kintu et Cham. Cette identification de Mutesa lui-même à une race hamitique arrangeait bien les missionnaires comme les administrateurs britanniques. Et c'est à cette époque que les missionnaires, comme les administrateurs plus tard, comme le Britannique Harry Johnston, vont chercher partout dans le Bouganda des signes d'une présence hamitique antérieure et même d'une présence blanche, comme on le voit dans cette citation que vous avez ici. Alors, cette supposée généalogie supérieure servait en effet à justifier que les efforts soient redoublés dans cette mission. En associant les Ganda, ou du moins une partie de l'élite Ganda, à la tradition judéo-chrétienne et à la descendance de Noé et donc d'Adam, ils tenaient là un argument de poids. Les Baganda auraient en effet déjà en eux les germes du christianisme, que leur travail apostolique n'aurait ainsi qu'à réactiver. Donc la théorie des pierres d'attente, mais racialisée ici. En s'appuyant sur le mythe fondateur de Kintu et en le faisant devenir, sinon Cham, au moins un prêtre ou proto-missionnaire de type caucasien, alors les Ganda devenaient un peuple particulièrement stratégique dans l'entreprise missionnaire britannique en Afrique. Alors déjà, on note dans les pages de périodiques d'autres organisations le désir de rattacher le lignage de leurs ouailles à une race hamitique supérieure, qui justifierait ainsi les efforts sur leur terrain. Par exemple, le révérend méthodiste Thornley Smith, dès 1849, en Afrique du Sud, explique en citant l'ethnologue James Coles Pritchard que les tribus Kafir tribes, seraient connectées aux Égyptiens et aux Éthiopiens, ce que leurs caractéristiques physiques comme intellectuelles confirment selon lui. Je cite ici, donc, comme vous le voyez là, donc, un missionnaire irlandais de la Church Missionary Society qui, avec sa femme, qui était photographe également, recueillit de nombreux contes et légendes du Bunyoro, qui explique ainsi dans les pages du journal de la Société royale de géographie que Kintu, d'après les anciens de la région, serait un homme blanc. Donc vous avez la citation ici, et l'idée d'un Kintu blanc trouve sa traduction visuelle dans un ouvrage pour enfants publié en 1893 par un ancien compagnon de voyage de l'explorateur Henry Morton Stanley, Montney, qui raconte la légende de Kintu, donc est destiné à un public d'enfants. Kintu et sa femme, les premiers hommes du Bouganda, y sont représentés, comme on le voit sur les illustrations ici, sous des traits européens. Alors, je finis ici. Donc, juste pour redire que l'exemple du Bouganda permet de constater la malléabilité de la figure de Cham entre les mains des missionnaires britanniques ou français en Afrique. Elle est utilisée à des fins de promotion de l'entreprise missionnaire en métropole, en l'associant à l'idée de la malédiction que seule la rémission des péchés pourra effacer, mais également sur le terrain colonial, en convoquant cette fois-ci l'idée d'une race hamitique supérieure. Alors la contradiction n'était pas résolue, mais elle reflète bien comment la fin du XIXe siècle, en Afrique comme en Europe, fut le théâtre de multiples manipulations théologiques, scientifiques et politiques autour du mythe de Cham. Je vous remercie.